ce journal, nous parlerons de l'installation du Bureau national de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon. C'était au cours d'un culte d'action de grâce. Et puis, les populations et automobilistes de la commune d'Ovendo sollicitent les feux tricolores pour éviter davantage des accidents et embouteillages dans cette commune. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver câblés sur Gabon Première. Nous démarrons ce journal avec les responsables de la coordination archidiocèse de Libreville qui viennent d'organiser un point de presse pour informer la jeunesse chrétienne sur la tenue du Forum international des jeunes qui se tiendra à Libreville du 30 juillet au 4 août 2019. Le point avec Cyril Bertrand Galéco, Gérard Magnagna. Dans l'esprit des Journées mondiales de la jeunesse appelée JMJ, le Forum international des jeunes est une grande retraite à ciel ouvert destinée à la jeunesse d'Afrique et d'ailleurs. Un rendez-vous d'échange, de partage et de prière autour du thème « Plus vite, plus haut, plus fort, Christ est vivant, l'Afrique vivra ». Le Forum international est une activité ecclésiale qui donne à des jeunes de se rassembler. Et cette dynamique, elle s'inscrit dans la visée du Saint-Pape Jean-Paul II, qui déjà, en venant au Gabon, n'a point hésité à dire aux jeunes que le Christ n'est pas un ravisseur, il est un sauveur. Aujourd'hui, à sa 7e édition, ayant vu le jour à Libreville au Gabon en 2003, sous le thème « Jésus seul nom donné aux hommes pour être sauvés », cette édition donne une place de choix au cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, d'être l'orateur principal, afin de donner aux jeunes des outils pour se forger une personnalité, développer leur potentiel et renforcer leur résilience. À Libreville, nous vivons un moment fort avec les jeunes durant le temps de vacances de 4-5 jours pour inviter, susciter dans les jeunes qui vivent des moments un peu difficiles. On connaît des enfants qui ont abandonné l'école parce qu'ils voient que leurs frères aînés ayant fait l'école, mais vivent le chômage. Et il y a la question qui est devenue monnaie courante chez nous, la question du suicide. Pour les adeptes de la liturgie et de la prière, les lieux facilement repérables pour inscription sont la maison des pèlerinages, maison Liberman, gare routière, ou encore le collège Théopolie, Vallée, Sainte-Marie. Et du côté de Medouneux, on parle de la cérémonie de consécration de l'église Saint-Jean-Baptiste de cette localité. Le rituel était du Monseigneur Jean-Vincent Ndoyene, évêque du diocèse d'Oyem. Wivino Vendan, Gérard Miindou pour le reportage. Aspersion d'eau et d'huile bénite. 2 actions consécutives de Monseigneur Jean-Vincent Ndoyene qui marquent la consécration de l'église Saint-Jean-Baptiste de Medouneux. La symbolique et la portée du rituel nous sont ici expliquées. Il n'a pas été question d'une précipitation quelconque. Il a été simplement question d'un souci pastoral. À savoir que prier dans une église non consacrée, c'est comme si nous étions en train de prier au vide. Et c'est le souci qui nous a animés, à savoir qu'une église non consacrée n'est pas une église. On exagérait en disant que Dieu n'y était pas. Et c'est depuis l'année dernière que nous avons commencé à nous préoccuper justement de cet aspect pastoral, à savoir que le centre de tout ce que nous faisons, c'est le temple du Seigneur, qui en principe est un lieu saint. Et pour qu'il soit un lieu saint, il faut bien qu'il y ait un rituel de consécration. Des hommes, une idée, de la motivation et de la détermination. Le fruit est bien celui que l'on peut admirer aujourd'hui. Le chef-d'œuvre fait désormais la fierté des chrétiens de cette partie du pays. L'église a commencé à être construite depuis 2003. Il y a eu les premières messes, mais elle n'a jamais été consacrée. Vous voyez? Donc c'était un grand défi que ce jour, l'église de Medouneux est aujourd'hui consacrée. Nous sommes très contents. La cérémonie de consécration a vu la présence de nombreux invités venus d'autres pays de la sous-région, notamment de la Guinée équatoriale.
À Libreville, le président de l'Église évangélique du Gabon a installé le nouveau bureau national de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon au cours d'un culte d'action de grâce. Lorna Awangi et Gérard Magnagna pour nous informer. C'est désormais Christine Muriel Orono-Menyembo qui va diriger le bureau national de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon. Choisi au terme de 48 heures de travaux, le nouveau bureau vient d'être renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Nous vous invitons au travail d'équipe. La tâche ne sera pas facile, ni même aisée. Mais il vous faudra compter d'abord sur le chef de l'Église, qui est Jésus-Christ, sur le Conseil national, le bureau du Conseil national et toutes les femmes de l'Union chrétienne de l'Église évangélique du Gabon. Vous êtes aujourd'hui une force de proposition dans le processus du maintien de l'unité, de la formation des femmes aux idéaux de la paix, de l'épanouissement dans le développement de l'Église et même dans le développement de notre pays. C'est sous le signe de l'amour et l'union fraternelle que ce bureau entend démarrer ce mandat. Je crois que le travail collégial, l'amour qui nous unit et la volonté de servir une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit nous permettront, mon bureau, vous, nous tous ensemble, d'atteindre nos objectifs. La présidente du bureau de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Gabon, Christine Muriel Orono-Menyembo, est médecin de formation, mariée et mère de 5 enfants. Il faut dire que la mise en place de ce nouveau bureau est l'occasion de revenir sur les missions et grands chantiers de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique. Nous retrouvons nos reporters. 48 heures, c'est le temps qu'a duré l'Assemblée générale de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Gabon, qui voit la mise en place d'un nouveau bureau composé de 6 femmes, qui va devoir, 4 ans durant, aux côtés de quelques 3600 autres, mener la mission de ce mouvement d'évangélisation. Nous avons un projet phare qui est la construction de la maison de l'UCFEG. Nous n'avons pas encore un siège. Donc nous avons été aidés dans cette construction par non seulement l'ensemble de femmes de l'UCFEG, mais aussi nos partenaires. Nous voulons également continuer les échanges que nous avons, renforcer les échanges, les partenariats avec les églises sœurs. Outre la spiritualité, l'UCFEG ambitionne accompagner la femme dans sa vie quotidienne afin d'en faire un véritable partenaire pour le foyer. Je mettrai un accent particulier sur la formation, donc former les femmes pour qu'elles soient des véritables leaders dans la société et également former les femmes pour qu'elles puissent apporter un plus dans notre pays et surtout autour d'elles, dans leur environnement social. L'UCFEG est un mouvement d'évangélisation ouvert exclusivement aux femmes actives et anciennes dans au moins une région synodale de l'Église évangélique du Gabon. Comment manger équilibré? Cette question a fait l'objet d'une journée éducative à l'église évangélique de Mélène et c'est l'association Cause Commune qui a organisé cette activité afin d'apporter plus d'éclaircissement dans leur domaine d'action. Les détails avec Betty Andjembe, Jean de Dieu, Mambundu. Ce temps, les enseignants du département d'histoire et de cercle des étudiants en relations internationales de l'université Omar Bongo organisaient une conférence débat en hommage à François-Xavier Ratanga Atos. L'héritage intellectuel et le souvenir du disparu sont les points qui ont agrémenté cette rencontre. Wilfried Mpiga Vwamba, Jean-Pierre Mouswami pour le reportage. C'est l'esprit meurtri par les remords et les souvenirs que ces historiens du département d'histoire de l'université Omar Bongo ont entamé les débats. La dimension et l'immensité universelle de François-Xavier Ratanga Atos, illustre disparu, ont guidé les échanges avec le cercle des étudiants en relations internationales du dit temple de la connaissance. Il est important pour nous aujourd'hui de célébrer cette première rencontre, discussion entre étudiants du département d'histoire et archéologie et nos enseignants pour renouveler, faire revivre les souvenirs
de cet illustre personnage afin que la communauté estudiantine ne l'oublie pas. L'histoire du Gabon, Ratanga Atoz en avait une connaissance élargie. En ce sens, les témoignages sont expressifs. L'héritage scientifique et humain du défunt politologue ont enrichi cette rencontre pédagogique. Il a joué son rôle de promoteur, d'organisateur et, n'est-ce pas, d'acteur important pour l'éclosion de la vie intellectuelle, universitaire, scolaire et sociétale de notre pays, le Gabon. Il a été en même temps aussi un homme qui a contribué dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre sociétal au niveau de notre pays en tant que citoyen. Il a mené toute une vie un combat pour la réécriture de l'histoire du Gabon, l'histoire vraie et non pas l'histoire géographique. Et c'est ce qu'il nous a demandé et c'est ce qu'il laisse à la postérité. Je vous demande de poursuivre mon œuvre, c'est-à-dire réécrire l'histoire vraie du Gabon. Introduction à l'histoire générale du Gabon, les peuples du Gabon occidental et le cadre traditionnel, c'est l'héritage littéraire et intellectuel laissé aux praticiens de la science historique qui, pour perpétuer la mémoire de leur maître, préparent un colloque pour l'année prochaine. Comment manger équilibré? Cette question a fait l'objet d'une journée éducative à l'église évangélique de Mélène et c'est l'association Cause Commune qui a organisé cette activité afin d'apporter plus d'éclaircissement dans leur domaine d'action. Les détails avec Betty Andjembe, Jean de Dieu Mambundu. L'association Cause Commune s'est rendue à l'église évangélique de Mélène pour la présentation d'une alimentation équilibrée. Une journée éducative au cours de laquelle le président de cette association a prodigué des conseils nutritionnels aux consommateurs avec à ses côtés l'un de ses partenaires. Il était question de présenter le rôle de chaque aliment. Donc l'aliment de protection qui était fruits et légumes, et l'aliment de construction qui était viande, l'aliment énergétique qui était tous les céréales. Présenter ce qu'on appelle une cellule conseil nutritionnel au sein de l'église où le pasteur vraiment a approuvé qu'il était avec tous les fidèles qui ont dit nous allons installer cette cuisine communautaire au niveau de l'église. Après on a attaqué les maladies nutritionnelles. Il était important de présenter aussi le diabète, que s'il y a un excès de sucre chez les enfants, il y a la glycémie qui va s'augmenter même chez les grandes personnes. On appelle ça, ce sont des maladies par hyper. Nous nous rendons compte que nous mangeons très mal, nous ne mangeons pas de façon équilibrée. Donc ce genre d'initiative est vraiment à saluer et nous remercions le président de l'association Cause Commune de nous avoir associés à cette rencontre avec les protestants de l'église évangélique de Mélène. Une initiative qui vise à long terme l'organisation des cuisines communautaires, comme cela a déjà débuté à l'église Pentecôte avec succès. Nous avons initié cette initiative dans notre église et nous nous sommes rendus compte que ça apportait beaucoup de fruits. Pendant les cultes, les enfants peuvent prendre un verre de lait et ça leur permet de bien suivre le culte. Engagé pour apporter son savoir-faire, Cause Commune continue à éduquer la population sur la qualité des aliments à consommer. Dans ce journal, nous parlons également des populations et automobilistes de la commune d'Ovendo qui sollicitent des feux tricolores pour éviter davantage des accidents et embouteillages dans les différents carrefours de cette commune. Le point avec Georges Kombila, Arnaud Mégué. Nous sommes au carrefour Lasni, dans la commune d'Ovendo. Il est 11 h. Ici, comme dans toutes les intersections de cette commune, l'embouteillage est considérable et moins fluide. C'est un problème ici, d'autant plus qu'avec l'arrivée et le passage du train sur la voie publique, puisqu'il y a un passage à niveau, si on ne met pas les feux, on va enregistrer, comme il est arrivé il n'y a pas longtemps, une nouvelle collision entre un minéralier ou un marchandise et un véhicule. Ces carrefours qui ont endeuillé de nombreuses familles dans cette agglomération laissent un mauvais souvenir aux habitants qui ne demandent qu'une seule chose aux autorités en charge des questions routières. Là, c'est un carrefour qui est très sensible. On enregistre beaucoup de morts. On espère que la mairie, parce qu'il ne faut pas aussi tout le temps parler de l'État, quand on place des mairies quelque part, c'est pour eux aussi, ils fassent leur travail. Et j'espère vraiment qu'ils vont un peu essayer d'améliorer les choses dans cette zone. Face à cette préoccupation, Jeanne Bagou, l'édit de la commune, s'explique. Sincèrement, pour nous, nous ne faisons qu'émettre un avis
que s'il faut installer des feux rouges à ces carrefours, ça ne marchera pas. Construire un pont comme cela a été fait au niveau du carrefour Iayi, comme cela a été fait au niveau du carrefour Awenje. Donc, piétons, passerelles piétonnes, et les automobilistes, il faut des ponts. C'est-à-dire, et là, tout le monde serait satisfait. La viabilisation de la circulation routière demeure encore une problématique majeure dans ce pays composé d'un parc automobile de près de 140 millions de véhicules, soit le deuxième marché en la matière en Afrique francophone. Pour sa part, le Haut-Commissariat à l'environnement et au cadre de vie sillonne les rues de Libreville depuis quelques semaines pour faire le constat sur l'insalubrité dans la capitale gabonaise. Les détails avec Raïssa Laure Memangui, Bertin Osaga. Le Haut-Commissariat à l'environnement et au cadre de vie est une entité publique dont la création a été annoncée lors du Conseil des ministres du 29 mars 2019. Avec pour rôle essentiel la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. La décision du chef de l'État repose principalement sur le constat, qui est qu'il n'y a pas de coordination sur ces questions-là. Le chef de l'État impulse la volonté d'améliorer, de protéger notre environnement et d'améliorer le cadre de vie des populations. On investit de plus en plus, mais les résultats ne sont pas visibles sur le terrain. On a besoin que tous les acteurs soient coordonnés et contrôlés pour être sûr que le franc investi pour notamment la question très sensible de la gestion des déchets des ordures ménagères, que le franc investi aille bien sur un résultat concret sur le terrain. Sur le plan opérationnel, le HCE-CV est placé sous l'autorité directe du président de la République. Cette police de l'environnement a vocation à coordonner les actions des intervenants dans les opérations de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité notamment. Il s'agit ici d'instaurer une culture d'efficacité et du résultat afin que l'environnement urbain devienne en permanence salubre et la protection de l'environnement un réflexe maîtrisé. La cérémonie de présentation des promus de la province de l'Estuaire aux prestigieuses fonctions dans la haute administration et au sein des structures du Parti démocratique gabonais. Parmi les promus, le chef du gouvernement, Julien Koré-Bekale, Jacques Fourier-Mangumba, Michel John Boudéan. La tenue de ces retrouvailles intervient quelques semaines seulement après les nominations au sein des structures de base du Parti démocratique gabonais, du nouveau gouvernement et dans les hautes administrations des fils et filles de la province de l'Estuaire. Occasion pour Julien Koré-Bekale de rendre un vibrant hommage au président Ali Bongo Ondimba. Président de la République, chef de l'État, cet homme qui a bien voulu promouvoir à des postes de responsabilité, y compris parmi les postes les plus éminents de la République, les cadres de la province de l'Estuaire. Saluant la mobilisation des militants, militantes et sympathisants du Parti démocratique gabonais, le Premier ministre, chef du gouvernement, a interpellé les uns et les autres à une prise de conscience. Pendant longtemps, nous avons tous parlé de l'unité des enfants de la province. Nous vivons toujours dans les clivages. Il y a trop d'écuries. Sortons des écuries et développons notre province. Il y a trop de rivalités. Rivalité entre responsables. Rivalité entre militants de base. Sortons des rivalités et prenons-nous la main dans la main. La présentation des promus de la province et la remise des présents au président de la République, au Premier ministre et aux promus a mis un terme à cette rencontre, une première dans la capitale gabonaise.
Et puis, fin d'année académique du Centre professionnel d'apprentissage des métiers de la femme de la maison de la femme de l'UFPDG, un centre qui regorge plusieurs filières du secteur tertiaire. Yolande Octavimve, Pierre Claver est là pour nous faire le point. Pour donner un éclat particulier à la fin de l'année 2019, et ayant déjà acquis des rudiments nécessaires au cours de la formation, les apprenantes ont organisé des journées portes ouvertes en présence des responsables politiques du parti. Ce sont des cours importants pour ces femmes reconnaissantes. La maison de la femme est ouverte pour tout le monde, qu'on les attende. Il y a toutes les filières, il y a l'art floral, vous avez vu. Aujourd'hui, nous dépendons de l'art floral. Moi, personnellement, je dépends de l'art floral et de la cuisine. Je preste avec ça et je vis avec. C'est le parti. Que les femmes viennent au parti. Qu'elles viennent, on les attend à la maison de la femme. La découverte des filières contenues dans cette formation professionnelle a intéressé plus d'un, notamment la coordinatrice des maisons de la femme ayant servi de guide. Nous visons essentiellement un seul objectif, c'est celui de sortir la femme de l'UFPDG de la précarité. Et pour sortir de la précarité, il faut une formation. Et la formation aujourd'hui est majeure. Donc sans formation, vous ne pouvez pas aller frapper à une porte pour demander du travail. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que la femme de l'UFPDG se prenne en charge à travers ce que nous appelons les petits métiers. Et une femme formée, Dieu seul sait ce qu'elle peut faire avec cette formation. Faire valoir leur savoir étayé par divers métiers comme la coupe-couture, l'art floral et bien d'autres, cet événement a connu un engouement des jours heureux. Du côté de Mwanda, on parle de la visite du président de la FEGACI à Comilog. Nazer Mbinga est allé discuter des questions liées au fonctionnement de cette discipline. Jacob Mukwangi pour nous faire le point. Trouver des sponsors ou mécènes pour assurer l'état de santé du cyclisme gabonais. Le président de la Fédération gabonaise de cyclisme a poursuivi par Comilog, compagnie minière de l'Ogooué, sa série de rencontres visant à décrocher des probables contributions et ou aides pour tirer vers le haut la petite reine visiblement essoufflée au plan fonctionnel. Nous attendons des informations complémentaires sur ce projet et nous allons voir dans quelle mesure il est possible, en plus de ce qu'on fait déjà dans le cadre de la tropicale, voir comment nous pouvons apporter notre concours à cette fédération pour que peut-être enfin des cyclistes d'un niveau acceptable puissent naître dans notre pays, comme auparavant. Pour les responsables gabonais de la FEGACI, la rencontre avec la compagnie minière de l'Ogooué est un pas de plus pour le développement de cette discipline. Mais nous essayons de faire un effort pour que les sponsors puissent aider la fédération dans son développement du cyclisme. Vous savez, comme le Gabon organise la tropicale à Missa, donc il faudrait bien préparer les jeunes cyclistes au niveau de la compétition internationale. La descente du président de la FEGACI sur le terrain est intervenue au lendemain de la course cycliste organisée dans le cadre du 10e anniversaire du décès de feu président Omar Bongo Ondimba. À Libreville, le centre de formation Nyangou Academy Club a clôturé sa saison sportive avec la fin de ses évaluations externes au stade municipal de Bikele. Charles Ogoula et Louis Mermaz Isembe nous font le point. Tout est bien qui finit bien. Le centre de formation Nyangou Academy Club clôture en beauté sa saison sportive avec ses évaluations externes au grand bonheur de ses pensionnaires et leurs parents. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire les passes, à dribbler et à faire des corners. Tout d'abord, j'ai aimé le match, l'adversaire qu'on a eu, le bon public qu'on avait. Il y avait une belle émotion, une bonne ambiance et c'était encourageant pour ce que vous avez fait pour nous. Je suis fière de mon enfant et surtout du club. Je suis vraiment satisfaite de cet événement. Un parent qui n'y croit pas,
la peine ne vaut, il pourra pas emmener son enfant. Tous les parents qui sont là, autant qu'ils sont, chacun y croit. Pour sa saison expérimentale, le centre de formation se satisfait des résultats obtenus lors des évaluations internes et externes. Le bilan il est positif parce que les centres ont répondu à l'appel de Niango Academy Club. Un centre qui vient un peu de net, qui participe au championnat, même s'ils prennent 1-0 ou bien qu'ils gagnent 1-0, qu'ils fassent un match nul, c'est déjà un progrès. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés d'abord par l'évaluation interne. Et cette évaluation interne nous a amené à cette évaluation externe. C'est une première année expérimentale, mais c'est une année vraiment riche parce que j'ai vu tous ces jeunes, mais surtout ces parents qui m'ont beaucoup fait confiance de donner les enfants à Niango Club, à ces jeunes qui ont évolué, à ces éducateurs qui ont su vraiment s'occuper de ces enfants. Vous voyez sur le terrain, c'est du fair play, même si un enfant tombe, l'autre soulève l'autre. Les meilleurs pensionnaires du centre de formation Niango Academy Club sont admis à participer à un camp de vacances sport-études à Lambaréné du 15 juillet au 15 août prochain. Et puis la remise des trophées de la 3e édition du tournoi dénommé Trophée Entreprise, une compétition à but lucratif organisée par Even Consulting. Nous retrouvons nos reporters. Le vainqueur 2019, Comilog, de la 3e édition du Trophée d'entreprise remporte la somme de 4 millions de francs CFA. Selon les objectifs de ce tournoi, cette somme est reversée à l'association Cœur Adapté qui s'occupe des enfants atteints d'une infirmité motrice cérébrale. Il était important pour nous de pouvoir arriver à organiser cette soirée de remise de prix, remettre les trophées, les médailles, mais surtout remettre ce chèque-là qui va pouvoir apporter un plus à ces enfants autistes et trisomiques. Une bouffée d'oxygène pour l'association Cœur Adapté qui, avec ce don, pourra lancer son projet phare. Je suis satisfait aussi parce que ça nous permet de lancer un programme. Déjà, le programme que j'ai annoncé lors du tirage au sort, c'est le programme Assis debout, qui consiste à offrir à des enfants vivant avec une infirmité motrice cérébrale des appareils orthopédiques, donc des attelles, des corsets et des fauteuils roulants. Donc c'est ce programme qui va commencer la semaine prochaine avec toujours l'accompagnement de ces entreprises parce que nous tenons à ce que les entreprises soient directement représentées, être en contact réel avec les personnes qu'ils ont soutenues. L'ITV de la CNSS est donc le meilleur joueur de la compétition avec 12 réalisations. Le trophée d'entreprise ira à l'intérieur du pays, plus précisément à Franceville, en mi-septembre prochain, avec la présence au Gabon de Roger Mila, intéressé par le concept. C'est brève pour la fin de cette édition d'information. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent. Pour sa première participation, Madagascar vient d'obtenir son ticket pour les quarts de finale en battant la RDC au tir au but 4-2. En temps réglementaire, les deux équipes étaient sur le score de 2 buts partout. Actuellement se joue la rencontre Algérie, Guinée-Conakry. Et c'est la fin de cette édition d'information. 23h, Janice Ondongema pour vous informer. Moi, je vous retrouve très prochainement sur Gabon Première. Merci et au revoir. Bonsoir chez vous. Le dictionnaire français définit le questionnement comme étant le fait de poser un ensemble de questions sur un problème. Autrement dit, c'est le fait d'être interpellé par quelque chose qui pose problème dans le sens de susciter une réaction, une interprétation, une pensée, tout au moins. C'est donc le questionnement qui permet la récolte des données nécessaires, importantes, vitales, pour l'attitude à adopter par la suite.
D'où cette belle réplique du célèbre artiste peintre français, Pierre Soulages, qui avait dit, nous citons, « Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où l'essence qu'on lui prête peut venir se faire et se défaire. » Fin de citation. Le tableau oscillatoire de cette semaine sur le plan du scoop médiatique semblait pourtant des plus calmes, au point où l'édito se demandait déjà sur quel sujet entretenir ses inconditionnels tout au long de ce week-end. C'était sans compter avec la sortie du premier responsable de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, qui, contre toute attente, est, dit-on, venu dire tout haut ce que d'aucuns pensaient tout bas. Selon ce dernier, le chef serait décédé. Le gouvernement, par le biais du ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice, a condamné ces propos avec la dernière énergie. L'édito, qui n'en demandait pas tant, se retrouve entre le marteau et l'enclume, avec en prime Damoclès suspendu, parce que c'est l'actualité de la semaine, il faut donc la traiter. Pour ce faire, nous voulons nous laisser embarquer sur la toile de Pierre Soulages, au travers, vous l'aurez compris, du questionnement, mais également de la méditation qu'inspire la peinture qui est faite autour de la maladie du chef de l'État. Il est entendu que tout questionnement repose préalablement sur du concret, après collecte de données. La seule certitude est bel et bien que le chef est tombé malade. Le reste, c'est à qui mieux selon que l'on tire la couverture de son côté. Et là, c'est la guerre ouverte dans les réseaux sociaux où tous les coups sont permis, même les plus bas. Du coup, sur les plateformes animées, celui qui était pourtant laissé pour mort recevait à Rabat au Maroc, prenait part aux prestations de serment des membres du gouvernement, prononce des allocutions à la nation et semble, dans ses activités régaliennes, avoir un rythme plutôt évolutif. Que nenni, rétorquent ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille. C'est du trucage. Il s'agit d'un sosie, affirme-t-il à qui veut l'entendre. Un sosie au point de déjouer l'objectif des caméras, pire, l'œil de tous les chefs d'État qui se sont succédés en visite au Gabon. Il faut le faire, déclarent les détracteurs des détracteurs. Du coup, dans cet imbroglio sans foi ni loi, sans queue ni tête, difficile pour le commun des Gabonais et même des mortels de savoir à quel sein se vouer, à moins de détenir l'information que seuls détiennent les initiés, entendez, les proches des proches. Et même si tel était le cas, et là commence notre méthodologie sur le questionnement, quelle est ma marge de manœuvre en citoyen engagé sur ce que je peux et dois dire ou pas sur une affaire d'État? Suis-je habilité, de par mon activité principale, à traiter de la question? Si oui, quelles pourraient être les conséquences bonnes ou mauvaises de l'acte que je pose? À ce propos, de l'autre côté du miroir, dans le camp d'en face, il y a également un questionnement qui doit s'opérer. N'avons-nous pas un tant soit peu, quelque part, encouragé la rumeur de par un manque de communication au moment où beaucoup attendaient? Et la question la plus importante, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que par le passé, les affaires d'État se retrouvent en pâture sur la place publique, alors que les premiers témoins l'étaient, avant tout, en cercle restreint? La communion en haut lieu aujourd'hui serait-elle moins fiable que d'antan? C'est donc autour de ce questionnement que l'édito, plutôt que de s'ériger en donneur de leçons, invite les uns et les autres à méditer et à se faire leur propre opinion en toute objectivité. Car, in fine, c'est par le questionnement que l'on vient faire et défaire le sens prêté à la peinture faite d'une situation donnée. Bonsoir chez vous. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde.
La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie est une entité publique dont la création a été annoncée lors du Conseil des ministres du 29 mars 2019, avec pour rôle essentiel la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. La décision du chef de l'État repose principalement sur le constat, qui est qu'il n'y a pas de coordination sur ces questions-là. Le chef de l'État impulse la volonté d'améliorer, de protéger notre environnement et d'améliorer le cadre de vie des populations. On investit de plus en plus, mais les résultats ne sont pas visibles sur le terrain. On a besoin que tous les acteurs soient coordonnés et contrôlés pour être sûr que le franc investi
pour notamment la question très sensible de la gestion des déchets des ordures ménagères, que le franc investi aille bien sur un résultat concret sur le terrain. Sur le plan opérationnel, le HCE-CVI est placé sous l'autorité directe du président de la République. Cette police de l'environnement a vocation à coordonner les actions des intervenants dans les opérations de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité notamment. Il s'agit ici d'instaurer une culture d'efficacité et du résultat afin que l'environnement urbain devienne en permanence salubre et la protection de l'environnement un réflexe maîtrisé. Les missions du Haut-Commissariat concernent principalement la coordination et le contrôle de tous les acteurs. Il est important que la politique, les stratégies mises en œuvre soient effectivement appliquées et que toute la volonté du chef de l'État dans les actions, notamment, et encore j'insiste sur ce point-là parce que c'est ce qui touche vraiment aujourd'hui les populations, la gestion des déchets. On se lève le matin, on voit des tas d'immondices, etc., des caniveaux qui ne sont pas curés, etc. Donc, face aux risques sanitaires et à la dégradation de notre cadre de vie, il est important